مرحبا بكم ثم اللي تشاهدوا فينا وتسمعوا فينا على قناه راديو كيباك بلوس une autre émission تاع ماك بلوس تجيكم كل نهار سبت à peu près le même timing, donc on essaiera tant bien que mal d'être vraiment précis à l'heure. نقول لكم باللي تقدروا تفرجونا en direct live على la chaîne YouTube, عندكم aussi la page Facebook Radio Québec Plus, donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, une critique ou quelque chose à dire, à commenter en live, تقدروا تكتبوا لنا على l'adresse Radio Québec Plus. Il y a toute une équipe technique derrière, donc on va s'occuper de vous. En tout cas, نقول لكم باللي الخطرة هذه aussi pour la première partie de l'émission Mac Plus راح نتكلم باللغة الفرنسية. علاش؟ parce que l'invité est une invitée francophone, donc on va parler en français. Alors, mon invité pour cette émission de Mac Plus, je choisis mes invités, tous mes invités sont exceptionnels, mais celle-là, elle est plus qu'exceptionnelle. Merci. Voilà, donc je vous présente mon invité de cette émission, Marine Lelièvre, qui est autre que la directrice de Effects Montréal et membre du conseil d'administration du Printemps numérique. Ça, c'est entre autres parce qu'elle a occupé pas mal de postes, donc toute une carrière à visiter avec Madame Marine Lelièvre. Donc, je vous dis, Madame, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Déjà, en commençant, bonne fête des mères. C'est gentil. Ici, au Québec, en tout cas, on l'a faite ces jours-ci. C'est gentil. Contrairement à d'autres pays qui l'a faite le dernier dimanche de mai, je crois. C'est vrai, oh oui. Voilà, donc on n'oublie pas de faire un petit hommage à tous les mamans. Voilà. Donc, Madame Marine, si on commence déjà à parler, c'est quoi les effets numériques, tout ça, parce qu'il y a quand même d'amalgame, on fait toujours, on se dit, on comprend le numérique, mais quand on y plonge dedans, on sent qu'on ne comprend rien du tout. C'est vrai que c'est quand même assez vaste, assez abstrait pour la plupart des gens maintenant, parce que ça évolue constamment aussi, donc c'est un peu difficile, il n'y a pas vraiment de limite. Je voudrais saluer tout de suite le printemps numérique parce qu'on va justement en parler aussi. Le printemps numérique, c'est pas un événement, c'est une organisation. C'est ça, c'est une organisation qui regroupe à Montréal 180 événements qui se passent pendant le printemps à Montréal. Et on va parler du numérique évidemment, mais cette organisation-là en fait donne de la visibilité aux événements, permet aussi par cette visibilité-là de faire découvrir au plus grand public qu'est-ce qu'est le numérique, donc par tout un tas d'événements de musique électronique, sur l'art visuel, d'effets spéciaux, de cinéma, de jeux vidéo, etc. Et proposer un tas d'activités aussi de maillage entre les industries. Donc c'est pour répondre un petit peu à alors FX Montréal, la conférence internationale des effets visuels et de l'animation que j'organise les 1er et 2 juin prochains au Palais des Congrès de Montréal, fait partie de ce printemps numérique, bien sûr. Alors le numérique en général, c'est effectivement un concept assez large aujourd'hui. Ça peut être effectivement l'industrie de l'audiovisuel au sens large. Qu'est-ce que c'est l'audiovisuel? C'est le cinéma, c'est la post-production. Ça c'est le classique. Exactement. Parce qu'on dit audiovisuel, on entend la fabrication des films tels qu'Hollywood et tout ça, mais ça a dépassé quand même ce stade-là. Complètement. Des caméras et des réalisateurs. C'est ça. Dans le numérique, on entend au niveau cinéma, effets spéciaux, animation aussi. Au début, ça a occupé quand même une petite part dans le budget cinématographique, mais de plus en plus, elle gagne du terrain et elle devient carrément presque à 90% du budget d'un film. C'est beaucoup, effectivement, la production de films a changé avec le numérique. On a des méthodes et des logiciels qui se sont développés beaucoup pour faire des effets spéciaux dans les films. Effectivement, les budgets ont changé, la production a changé, la durée aussi a changé. Mais on utilise toujours des méthodes quand même traditionnelles, il ne faut pas les oublier. Ça ne fait pas partie du numérique en tant que tel, mais les effets spéciaux sur plateau de tournage, les explosions, le feu, l'eau, les rats de marée, la fumée. C'est ce que vous faites à FX Montréal ou je me trompe? Alors FX Montréal, c'est vraiment quand même axé sur le numérique dans le sens où c'est la conférence internationale d'affaires
sur l'industrie, pour l'industrie des effets visuels et de l'animation. C'est-à-dire ça rassemble un petit peu l'offre et la demande, c'est-à-dire les producteurs de films, séries télévisées, films d'animation, publicités, et les fournisseurs de services de l'industrie qui en partie sont numériques effectivement. Ceux qu'on ne les voit pas. Exactement. Que le grand public ne les connaît pas. Exactement, c'est tous les studios qui produisent tous ces effets visuels justement qu'on peut voir dans des films comme X-Men, comme Captain America, comme The Revenant, comme tous ces films à effets spéciaux un petit peu. Et ces studios d'animation qui produisent aussi ces films d'animation et qui permettent aux producteurs de réaliser et de livrer leurs films aujourd'hui. Mais il y a aussi là-dedans des sociétés de post-production qui font les montages, il y a des gens qui travaillent sur la colorisation, il y a des gens qui travaillent sur le son, tout ça fait partie de l'industrie numérique. Donc tout ça c'est numérique, mais c'est pas les mêmes spécialités si je comprends bien. Exactement, c'est complémentaire et il faut tous ces gens-là pour un film, y compris le lieu de tournage. Donc FX Montréal, ça permet, il y a 4 volets si on veut, ça se passe au Palais des Congrès, il y a une zone exposition où tous ces studios-là exposent, présentent leurs spécialités et leurs projets, et les projets sur lesquels ils travaillent. Pendant cette exposition-là, il y a un salon de l'emploi où on peut venir gratuitement pour rencontrer tous ces studios, postuler aussi pour... Ça, on va parler de... Oui, de ça c'est très important. Ouais. Et puis il y a les écoles aussi, parce que le numérique, les écoles représentent une part importante. C'est quand même les écoles qui forment les talents. Et pour se former, on utilise des logiciels qui sont développés aussi pour le numérique. Enfin, c'est tout un pipeline. C'est tout un processus de production, toute une chaîne en fait dans laquelle on retrouve plusieurs spécialités, plusieurs experts pour faire un film. Ça part du lieu de tournage jusqu'à la post-production et puis ça va en salle. Mais là, il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent sur la production de la diffusion, parce que même dans la diffusion, le monde a changé. Exactement. Le cinéma n'est plus un tapis, disons pas tapis, mais juste un rouleau blanc et puis un vidéoprojecteur. Ça a évolué vers la 3D, les réseaux sociaux, le streaming, Internet, ça a permis beaucoup de choses. On dit la toile, mais c'est une toile numérique quelque part. C'est ça. Mais mis à part ça, donc il y a aussi le domaine du jeu. Donc il y a le jeu. Toi, tu faisais partie de quand même de pas mal dans l'industrie du jeu, notamment Ubisoft, qui est un monstre, disons, du jeu vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous parler du Ubisoft à titre d'exemple là, comment ça a évolué, C'est intéressant quand même de rappeler, de parler de jeux vidéo, là, parce que c'est quand même des industries qui sont transversales dans le numérique aussi. Dans les jeux vidéo aujourd'hui, il y a des cinématiques in-game. Et en fait, les cinématiques in-game, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos qu'on trouve dans le jeu. On commence à jouer à un jeu, mettons. Et puis, d'un coup, on ne contrôle plus le pad qu'on utilise pour jouer. Et puis, ça déclenche une vidéo. Donc, c'est un fragment d'une histoire. C'est un fragment qui dure X secondes ou X minutes, où il y a une histoire, effectivement, une vidéo. Et ça, c'est quand même réalisé. Hein, ça prend de la réalisation. Et donc, même au niveau du graphisme, c'est nettement mieux que le jeu lui-même. C'est tellement réaliste. C'est une qualité qui est proche du cinéma. Complètement. C'est pour ça que c'est des industries qui sont... il y a des métiers aussi qui sont communs. Les métiers il y a des artistes animateurs qui dessinent des personnages, les créent, les animent. Il y a aussi les vocalistes, ceux qui complètement, il y a le doublage. Moi, j'étais responsable des doublages au niveau international en plusieurs langues, du casting pour les doublages. On fait des castings de la même manière qu'on casse des acteurs pour les jeux vidéo. Hein. On a un temps de musique, un script qui est très important maintenant, qui est proche du cinéma. Et donc, on fait des castings en studio, on enregistre en studio en plusieurs langues. On enregistre des musiques, il y a des effets spéciaux pour les jeux vidéo. C'est toute une chaîne de production qui est quand même assez similaire. Donc tout un monde, quoi. C'est tout un monde et qui est transversal, et il y a des ponts, il y a beaucoup de ponts entre les industries du jeu vidéo, des effets visuels, de l'animation, du cinéma. Donc c'est pour ça qu'il y aura aussi beaucoup de gens du jeu vidéo, de créatifs du jeu vidéo qui seront présents à FX Montréal. D'accord, mais si on revient maintenant à Ubisoft, comment se fait-il que Ubisoft a pu agrandir, a pu avoir une notoriété internationale?
À Montréal. Oui, c'est ça. En plus à Montréal. En plus. Pour rappeler que Ubisoft, c'est une entreprise française qui s'est implantée à Montréal, effectivement, qui s'est développée à Montréal. Et Montréal, maintenant, est une des plus grosses filiales du monde. Mais si on peut se recentrer par rapport au développement, je comprends ta question plutôt par rapport au développement de l'industrie au Québec. Oui. Le Québec, c'est quand même déjà une situation qui est assez stratégique, parce que c'est la côte est de l'Amérique du Nord au Canada, donc située entre l'Europe et les États-Unis et la côte ouest. Donc c'est quand même très stratégique pour le développement d'affaires. Donc l'Europe et les États-Unis, donc les deux pôles. C'est des marchés qui sont assez proches et qu'on peut développer. Donc c'est stratégique pas mal. Ensuite, il y a eu beaucoup de talents au Québec. Initialement, si on parle du numérique et de l'audiovisuel, il y a des talents québécois qui ont émergé, comme des gens comme Softimage, qui sont devenus Autodesk aujourd'hui, un des plus gros fournisseurs de logiciels pour l'industrie numérique de façon générale. Il y a eu des écoles qui sont très talentueuses et tout ça, c'était un bassin de talents qui s'est développé. Et le gouvernement a été très actif dans le développement de ces entreprises, a proposé des crédits d'impôt pour l'aide au développement, à l'industrie numérique en général. Donc disons, de la part du gouvernement, c'est intelligent de leur part de penser à ça parce que ça draine beaucoup d'argent. Ça a été, surtout, ça a permis aussi beaucoup de tournage de gros films américains. Aujourd'hui, Montréal est une ville cinéma, vraiment. Il y a des gros films qui sont tournés à Montréal chaque année. Là, on termine le tournage de X-Men Apocalypse, qui va sortir dans quelques semaines. Ici à Montréal. Voilà, ça se produit à Montréal. Et parce qu'à Montréal et au Québec, justement, on s'est aperçu que c'était le 3e pôle mondial pour les industries du jeu vidéo et le 4e pôle mondial pour l'industrie des effets visuels et de l'animation. Donc, on est capable au Québec aujourd'hui de produire un film clé en main du lieu de tournage à la livraison. Et c'est ce qui coûte moins cher qu'ailleurs. C'est ça, grâce au crédit d'impôt, à l'aide justement sur le tournage des films, la production des effets spéciaux, la production des jeux vidéo, la recherche et le développement, tout ça est lié. Et aujourd'hui, on est capable de livrer un film clé en main. Pourquoi? Parce qu'on a les lieux de tournage, parce qu'on a les entreprises de services pour ça, et on a le talent. Moi, je croyais que c'était la main-d'œuvre qui coûtait moins cher, alors que non, c'est le crédit d'impôt qui. Oui, mais alors ça, c'est des détails plus techniques qui sont aujourd'hui bien expliqués par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, par la SODEC, effectivement, qui sont des organismes qui soutiennent l'industrie et peuvent aider les producteurs à aller dans le détail, justement, par rapport à leur budget de production. Mais effectivement, il y a une aide assez importante sur la main-d'œuvre pour produire ces films, tout à fait. D'accord. Mais si je revenais en arrière, un petit flashback, là maintenant sur Marine Lelièvre, parce qu'avant d'enfoncer dans le monde du numérique et des jeux vidéo, tu étais dans la musique. Oui, donc, si tu peux me parler, moi, bien sûr, les auditrices et les auditeurs de Radio-Québec+, ils sont en train de regarder là, donc ils aiment bien découvrir le personnage, donc mon personnage à moi, mon invité, Marine Lelièvre. Donc si tu peux nous parler un petit peu de ta carrière musicale, pas en tant que musicienne, mais... Mais c'est vrai qu'en fait, c'est quand même la musique qui m'a amené au cinéma. Donc ça, c'est un peu rigolo. Mais moi, j'ai juste, pour rappeler la petite histoire, j'ai baigné toute ma vie entre le festival du film à Cannes et le festival de jazz à Antibes-Juan-les-Pins et le festival de Cimiez à Nice. Parce que je suis de la région, j'ai vécu 22 ans sur la Côte d'Azur. Okay. Ensuite, j'ai vécu à l'étranger dans pas mal de pays. Mais effectivement, j'ai été producteur de disques et de tournées pendant pas mal de temps, et notamment en jazz et sur des labels, directeur de lancement de nouveautés sur des labels comme Blue Note Records, dans des maisons de disques comme EMI Music aussi. Donc, je suis très passionné. On est en train de citer des gros noms. Oui, j'ai programmé beaucoup d'artistes en jazz aussi également. Et c'est vrai qu'après avoir été responsable de studio d'enregistrement, également, je me suis tournée vers le jeu vidéo d'abord, parce que j'ai été attiré par les effets spéciaux et la production musicale pour les jeux vidéo, le sound design. Donc on est loin des sonorités Super Mario. Non, mais en fait, à 8 bits là. C'est vrai, oui, c'était plus élaboré à l'époque, mais moi j'ai travaillé chez Ubisoft du temps de la Game Boy Color quand même. Donc j'ai quand même fait partie de toute l'évolution numérique. Mais ça a évolué. Oui, je suis passé de l'analogique au numérique. Électronique, là, purement électronique, mais
Ça devient carrément des musiques de film. Non, à l'époque, oui. On fait ramener des orchestres carrément pour enregistrer les... Tout à fait, hein, on faisait des enregistrements en studio avec, avec des orchestres complets. Même avec à un scénario. Avec, tout à fait, avec c'est proche de composition de musique de film. Hein, les jeux vidéo, c'est des heures de musique, c'est des heures de variation musicale. Donc on enregistre en studio, on mixe et on enregistre aussi, on fait des castings, des doublages en plusieurs langues. On a des scripts, des scénarios, les acteurs jouent, c'est vraiment c'est du live. C'est du live et c'est telle une production de cinématographique. Bien que c'est numérique, mais il y a des humains derrière. Complètement. Qui jouent, là. Non, complètement. Voilà. Puis moi, j'étais directeur de production pour sur tout ça, sur des grosses productions de jeux vidéo internationales, effectivement. Mais c'est la musique, la production musicale qui m'a amené aux jeux vidéo, parce que pour moi, c'était un petit peu la cinquième dimension du son. Je me disais comment je peux justement diriger des productions, des créations musicales et d'effets spéciaux sur dans une dimension interactive, hein, parce que... Mais qu'est-ce que vous voulez dire par diriger? Moi j'étais directeur de casting, donc c'est moi qui faisais passer les castings d'acteurs pour les jeux vidéo, par exemple les Rayman ou donc les Splinter Cell. Il y a des critères de choix là pour... on a un script, c'est comme un film, okay. On a un script avec des personnages et là il faut travailler sur son caractère design comme on dit, c'est-à-dire on a un personnage, il faut trouver le match parfait entre le personnage, la voix et le comédien. Et puis lui donner des parties de script. Ce qu'on fait, c'est qu'on convoque des acteurs en studio, on leur donne des parties de script et on leur explique la scène et on les fait jouer. Donc après, il y a des techniques, parce que quand on est au studio et qu'on enregistre pour des jeux vidéo, on enregistre en lip sync, on dit en lip sync. Ah ouais, donc c'est en synchro image, les lèvres, ouais, image personnage, parce que là, c'est pour ça que je parle d'interaction son, image. C'est comme des bandes dessinées, c'est exactement, comme des cartoons, là. Complètement. Ouais. C'est pour ça que moi ça m'attirait, parce que je me dis il y a une dimension interactive. On a un acteur qui joue son rôle d'acteur, mais en même temps qui doit se synchroniser avec un personnage en 3D, virtuel, oui. Exactement, qui voit à l'écran. C'est pas évident là. Non, c'est toute une technique. Hein. Et puis, moi, mon métier, c'était d'essayer de définir ou parfois de créer une voix idéale sur un personnage virtuel. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec les dessinateurs, les gens qui faisaient des storyboards, qui dessinaient les personnages. Si je comprends bien, c'est comme si digitaliser des émotions humaines vers des personnages créés virtuellement grâce à la numérisation. C'est complètement ça. Mais ça part d'un script au départ, où ça part d'un script, ça part d'un storyboard, ça part de dessins, de créatifs qui dessinent, de croquis, qui dessinent des personnages. Et là, on travaille tous ensemble en disant, voilà, comment on va mettre en valeur ces personnages, mettre en valeur l'histoire, avec quel acteur, avec quelle musique, avec quels effets spéciaux, avec quel dessin. Et après, quand on rentre en production, c'est interactif aussi, parce qu'il y a des choses où on se dit, finalement, cette voix-là, cet acteur-là, il peut apporter beaucoup à ce personnage. Peut-être qu'il faut moduler un petit peu le caractère, le design du personnage aussi pour... Parce que rien que ça, il y a quand même des jeux qui ont eu un succès énorme. C'est justement grâce à la comédie qui était derrière. Complètement. Le voicing, la musique. Moi, je me souviens, j'avais travaillé à l'époque sur plusieurs licences, mais notamment la bande dessinée qui s'appelle 13, qui était une très belle bande dessinée. Et on m'avait demandé, le mandat chez Ubisoft, c'était d'adapter la BD justement à un jeu vidéo. Et c'était un très très beau mandat. C'est quelque chose de... J'avais lu toutes les BD, toute la série avant pour vraiment m'imprégner de l'histoire, des personnages, de l'émotion, et pouvoir faire un casting conséquent et puis interpréter au mieux en dirigeant les comédiens par rapport à la bande dessinée et par rapport au gameplay. Mais après, comme c'est un jeu vidéo, alors là il y a une autre dimension. Puis quand on finit d'enregistrer, on teste, on joue. Et puis on voit si ça fonctionne. Donc, Mais là, vous choisissez un petit peu le scénario, le script, les comédiens, les musiciens, donc ça reste dans l'artistique. Qu'en est-il du côté technique, on va dire, ceux qui
qui font la conception? Comment on les choisit? Sur quels critères? Là, c'est des grosses équipes. Hein. Aujourd'hui, pour faire un jeu vidéo, on peut être 8 ou 900. Hein. C'est des départements entiers avec des métiers entiers. Et chaque département est organisé comme une entreprise à part entière, où il y a un producer, donc qui est presque un dirigeant d'entreprise, qui recrute ses équipes par spécialité. Donc il y a des départements, il va y avoir des départements plutôt computer graphique, plutôt FX, donc pour les effets spéciaux dans les jeux, donc tout ce qui est explosion, fumée, particules, des choses comme ça, qu'on retrouve dans les films. Ouais. Mais là c'est virtuel, numérique, encore une fois. Il y a des gens qui s'occupent du son, donc enregistrement des voix, des castings, des doublages, de la localisation. Mais il y a des gens qui s'occupent de la capture de mouvement. Hein? Aujourd'hui, on utilise exactement la capture de mouvement qui est utilisée dans le jeu vidéo, est utilisée dans les films, dans les tournages. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu cette technique-là, parce qu'elle est nouvelle, et peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de voir l'émission, mais qui ne comprennent pas vraiment la technique. Ça consiste en quoi? En fait, on a des comédiens qui sont sur plateau, comme un plateau de tournage. Des vrais humains, là. C'est des vrais humains, des vrais comédiens. Mais j'ai dirigé aussi des studios j'ai dirigé je suis directeur de développement pour des studios de capture de mouvement pour les jeux vidéo. On avait travaillé beaucoup sur les Batman, des gros jeux comme ça, les Assassin's Creed et tout ça, pour les cascades notamment. Par exemple, qui étaient intégrés aux jeux vidéo après. Donc ça fonctionne. On est dans un gros studio, mais ça peut se faire à l'extérieur. Mais souvent, on est en studio. Et donc c'est un vrai comédien qui met un équipement comme une combinaison, on va dire, sur laquelle on met des capteurs. Celle qu'on utilise pour la plongée, là. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et on a des capteurs pour le facial, donc, et puis des capteurs pour le corps. Et des capteurs, on met des marqueurs aussi en studio sur les éléments qu'on veut capter virtuellement en numérique. Donc si on veut capter une table, géolocalisation. Exactement. Si on veut capter une table, on va mettre des capteurs dessus. Si on veut capter ma chaise, on va mettre des capteurs dessus. Sinon, elle ne sera pas dans le monde virtuel. Exact. C'est ça. Et ensuite, on filme avec des caméras, mais c'est 360 avec une technologie un peu particulière où on capte, on tourne. On enregistre en fait les mouvements du comédien. Donc chaque mouvement qu'il fait, il est enregistré. Est enregistré, exactement. Et puis les données sont numérisées. Et ça peut aller aujourd'hui, ça va assez loin la technologie parce que ça peut être enregistré et aller directement dans le jeu vidéo. Donc si on a en fait le décor, la map du jeu vidéo dans lequel va aller la scène en question, on peut faire comme un mix live des deux où on enregistre les mouvements du comédien qui va se retrouver dans le décor du jeu vidéo. Il peut interférer dans le jeu vidéo Donc, en live. Voilà. Et après, on a un travail de post-production assez important sur les mouvements, sur l'ajustement technique un petit peu parce que c'est pas les proportions sont à adapter après. Non, mais j'imagine dans le futur non lointain, ça va disparaître. La manette de jeu, ça va être carrément le personnage réel qui va peut-être avoir une combinaison, puis il entre virtuellement dans le jeu. Et puis c'est un peu déjà le cas quand même, parce que le numérique, on parlait de numérique, on parle du numérique dans cette émission, parce que tout ce que j'évoque, fait partie du numérique en fait, concrètement. Mais c'est vrai qu'il y a une autre dimension du numérique, c'est la réalité virtuelle. Qui est applicable aujourd'hui à l'audiovisuel et aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on est en train de développer des jeux vidéo avec des technologies de réalité virtuelle. Donc c'est très intéressant parce que ça pose pas mal de questions sur les conséquences de la production, des budgets, des équipes, des technologies. Donc c'est très intéressant. Mais déjà, j'ai essayé moi un jeu vidéo par exemple qui va sortir il n'y a pas longtemps côte ouest à Vancouver et qui est en réalité virtuelle. Donc on a deux manettes, on a le casque audio, donc le casque pour se retrouver en réalité virtuelle, exactement. Et on a une manette dans chaque main pour contrôler ce qu'on fait. Et quand on se retrouve dans le jeu, donc on voit ses mains,
et on se retrouve avec un cadre numérique virtuel dans un décor dans lequel on peut interagir déjà. Donc là, en l'occurrence, dans le jeu que j'essayais, j'étais dans un décor, j'étais sur la plage, c'était un jeu d'aventure, etc. Quelle était une immersion là? Il y a une immersion énorme. Carrément. Où je me promenais, puis j'étais attachée parce que ça pose un petit peu la question de la dimension, parce qu'on a un cadre numérique virtuel. On voit, par exemple, moi j'avais un cadre bleu dans le jeu, donc j'avais bien compris que hors de ce cadre-là, ça commençait à être risqué. Mais on est humain, on a des émotions humaines, donc il y a une telle immersion. En l'occurrence, je me baladais sur une plage, puis j'étais à un moment face à un rocher, puis j'allais prendre une étoile de mer. Je lève le bras pour prendre l'étoile de mer me tombe sur le pied, j'ai fait un saut en arrière, je me suis cogné contre le mur. Mais même si on le sait, qu'on essaie de se raisonner, on est tellement immergé que c'est incroyable. Et ils développent en ce moment des technologies pour qu'on soit à 2 joueurs, par exemple, dans le jeu, en immersion, et qu'on puisse interagir. Donc ça donne des perspectives très intéressantes. Exact. Et on a effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, je sais pas si, je pense pas que les points de contrôle, les pads, tout ça va disparaître. C'est des choses qui sont assez complémentaires quand même. Mais on travaille aujourd'hui sur des contrôles de gameplay en réalité virtuelle avec juste des mouvements de la tête. On travaille aussi sur des mouvements de l'iris, simplement avec l'œil, où on va donner des actions dans le jeu vidéo ou le mouvement de la tête. Ubisoft travaille déjà sur des projets comme ça, par exemple. Si on revient justement à FX Montréal, et puis le temps passe vite. Oui. Tellement passe vite, là, on me dit que... C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Moi aussi, je suis passionné par le numérique, mais là, si on parle maintenant des jeunes, de l'emploi, parce que vu que le numérique prend maintenant beaucoup de place, en tout cas ici à Montréal. Il a besoin de beaucoup de ressources. Donc il a besoin de beaucoup de ressources, beaucoup de jeunes talents. Donc c'est quoi le conseil à donner? Quels sont maintenant les débouchés dans ce domaine-là exactement? Il y a énormément effectivement de débouchés, de besoins en termes de ressources dans ces industries numériques, notamment en effet visuel, animation, en jeux vidéo. Il y a un salon de l'emploi qui est prévu à FX Montréal, donc 1er et 2 juin, au Palais des Congrès, 1er et 2 juin prochain. Donc vous allez, excusez-moi là, Marine, mais vous allez trouver toutes les informations utiles sur notre site, bien sûr, Facebook. Et pour ceux et celles qui ont malheureusement raté l'émission, je vous dis, vous pouvez toujours revisionner l'émission en podcast sur la page Facebook Radio-Québec Plus, ou bien sur le site YouTube, là toujours la page Facebook sur YouTube. Et puis toutes les informations utiles, vous allez trouver en bas d'écran. Donc c'est ça. Donc il y a un événement important qui va se défiler. On peut retrouver les détails. Donc c'est ça, les candidats qui voudraient rencontrer des studios, passer des entrevues, découvrir un petit peu leur CV exactement. Ils peuvent s'inscrire sur notre site www.fxmtl.com. Donc ils vont trouver toutes les informations. Ils s'inscrivent au salon de l'emploi et on laissera rentrer gratuitement avec leur CV pour venir rencontrer les studios. Il y a toujours un moyen de réseauter aussi. Complètement. Les écoles seront là également. Il y aura des démonstrations en temps réel dans la zone d'exposition. Toute l'industrie va être sur place et je pense que c'est très important. Il y a aussi possibilité de s'inscrire encore comme bénévole pour nous aider pendant l'événement. Et c'est une belle façon aussi de découvrir et de passer des entrevues, de découvrir la production, le monde des effets visuels et de l'animation de plus près. Ok, donc merci beaucoup Marine Laluèvre. Merci beaucoup à vous. C'est ça. En tout cas, toutes les informations étaient affichées en bas d'écran. Je remercie toujours l'équipe technique qui est derrière, qui est à cheval là pour réussir cette émission. Je dirais un petit mot là avant de finir. Que le jeu vidéo ne rime pas forcément avec sédentarité, puisque vous êtes toujours dans le domaine numérique, mais aussi dans le sport. Si tu peux nous parler de ça aussi, l'activité physique, voilà. J'y manque pas de citer ça. Oui, c'est vrai. J'ai aussi développé un centre d'entraînement fonctionnel qui est particulier, où on propose aussi des services d'entraînement privés spécialisés pour la préparation de tournage de films, d'entraînement aussi d'acteurs pour les cascades.
Donc pour les cascades. Oui, oui, oui. Okay. On a... Donc, à vous les cascadeuses et les cascadeurs. C'est ça. Venez nous voir. On a un centre d'entraînement à 9800 rue Meyer à Montréal, derrière le marché central. Mais on propose une dizaine de cours pour tout le monde, monsieur, madame. Après, tout le monde vient avoir du fun avec nous. Mais on a aussi des entraînements spécifiques pour la préparation de tournage, effectivement. Donc le jeu vidéo ne rime pas avec sédentarité. Pas du tout. Pas du jamais. Tout. Pas du tout. Il y a toujours de l'activité physique. De la passion, de l'activité. Exactement. Et c'est ce qui est bon. En tout cas, j'étais heureux de recevoir Madame Marine Lelièvre, directrice d'Effect Montréal et notamment, bien sûr, membre du conseil d'administration de l'organisme Printemps Numérique qui bat son record, en tout cas ces jours-ci. Ne quittez pas l'antenne parce qu'il y aura tout à l'heure, Farouk, donc toujours le volet de l'immigration prend de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner. Donc à tout à l'heure avec Farouk.